Depuis l'iPhone, on peut pas dire qu'on ait vécu de grandes révolutions en termes d'interface homme-machine. Il y a bien eu quelques tentatives à base de casques de VR ou de réalité augmentée, mais il faut bien se l'avouer, rien de très convaincant de la part des industriels de la tech. Et si je vous disais qu'on avait en France un petit génie qui est potentiellement sur le point de créer une nouvelle technologie aussi révolutionnaire qu'improbable. Une technologie qui permet de transformer le sens de la vue en toucher, qui pourrait rendre les Apple Watch obsolètes, aussi bien que diminuer significativement les accidents de la route. Mais avant tout, une technologie qui pourrait rendre la vue aux aveugles. Sans plus de mystère, je vous présente Rémi qui va nous parler de ARPA France. Est-ce que scientifiquement, c'est quelque chose de vraiment possible de envoyer des images en utilisant du toucher? On se dit c'est des sens différents et pourtant, peut-être que c'est possible. En fait, dans les années 80, il y a un neurologue, c'est Paul Bach-Carita. Il a fait une sorte d'énorme machine pour tester, savoir si on pouvait remplacer le sens du toucher, de la vue par le sens du toucher. Il a fait une machine, ça faisait la taille d'un petit conteneur. Donc, il y avait une énorme chaise et donc, avec plein de systèmes pour envoyer des impulsions dans le dos. Donc, il a réussi à prouver que c'était possible. Mais après, alors, pardon, quand tu dis des impulsions dans le dos, c'est quoi? C'est pas un signal électrique, c'est pas. Non. En fait, lui, il n'avait pas utilisé des impulsions électriques, c'était purement mécanique. C'est des petits picots qui rentrent et qui sortent. Donc, il avait fait ça tenait du coup dans une grosse chaise. Il faut un peu une sorte de chaise, un peu de dentiste, dans le but de prouver que c'est possible. Parce qu'après, la technologie n'était pas suffisamment mature pour en faire quelque chose. Mais comment c'est possible? Notre cerveau peut se reprogrammer pour échanger des sens comme ça? En fait, les sens sont très poreux entre eux. Par exemple, un téléphone qui vibre dans leur poche, parfois, on ne sait pas si on l'a senti vibrer, on l'a entendu vibrer. C'est vrai. Ouais. Et tous les sens, c'est pareil. Et les sens, ils peuvent être un peu reprogrammés pour en faire autre chose. Par exemple, l'ouïe permet d'avoir une perception du relief en 3D si on a de l'entraînement. En gros, les aveugles qui, de naissance, surtout ceux de naissance, ils arrivent à développer la perception des masses. C'est avec la variation de la pression atmosphérique qu'ils peuvent te donner des informations sur l'environnement. Donc, nous, on peut s'en rendre compte. Si vous êtes dans un couloir, vous sentez peut-être un peu de pression sur vos oreilles, si vous vous concentrez. Et si vous passez à côté d'une porte ouverte, vous sentez un peu moins de pression. Et du coup, vous profitez de cette porosité entre les sens pour en tirer profit, justement, et tenter de redonner des images à quelqu'un qui n'est censé plus pouvoir en voir. Nous, on ne fait pas voir, on fait percevoir. En fait, si vous imaginez, par exemple, une voiture en face de vous, en fait, ce ne sera pas la même chose que si vous la voyez. C'est pas du tout le même ressenti. Et avec le dispositif, c'est vraiment comme si on imaginait. Et là, moi, la première question qui me vient, c'est ok, donc il y a le constat, il y a la preuve scientifique que c'est possible. Maintenant, comment on fait pour comprendre comment le cerveau marche? En fait, le cerveau, nous, on le voit un peu comme une boîte noire. On essaye de comprendre parce qu'il y a pas mal de travaux qui sont dessus. Nous, on a fait des tests avec plus de 130 personnes. Et du coup, à chaque fois, on collecte énormément de données. Donc, le meilleur moyen de collecter des données, c'est en environnement virtuel parce que là, tu récupères vraiment tout ce que tu veux très facilement. Parce qu'en réel, quand par exemple, on marche dans Paris avec des personnes déficientes visuelles, collecter des données, il y a les ressentis, mais les ressentis, c'est pas scientifique. On peut pas vraiment améliorer énormément les choses là-dessus. Alors qu'en environnement virtuel, par exemple, quand on faisait des tests dans Minecraft, on pouvait récupérer du coup la vitesse des déplacements, le temps de trajet, on pouvait récupérer mais vraiment tout. Donc au lieu de capter par exemple les images qui viennent d'une caméra comme ici, on duplique l'écran de l'ordinateur dans le dos de l'utilisateur. Et comme ça, en fait, pour lui, c'est la même chose. Pour l'ordinateur, pour le système d'affichage, c'est exactement pareil que la personne joue à Minecraft ou qui se promène dans la rue, on affiche exactement la même chose. Donc quand tu dis que tu dupliques l'écran dans Minecraft, ça veut dire que s'il y a un cube devant lui, l'utilisateur tout à coup va sentir un petit relief par rapport au reste. Exactement ça, ouais. Et est-ce que c'est aussi bête que vraiment, tu as une matrice avec des petites pics et tu as un cube en relief qui apparaît sur les petits pics? C'est vraiment ça ou... Si on simplifie dans oui, c'est ça. Mais en fait, il faut arriver à exploiter au mieux le sens du toucher pour envoyer le plus d'informations au cerveau. On envoie des tout petits paquets d'informations et à la très haute fréquence. Très haute fréquence, c'est combien? 20 millisecondes par image, donc ça fait du 40 FPS à peu près. Ok. Mais on aimerait monter à beaucoup plus. En gros, sur la prochaine génération... C'est déjà énorme, 40 FPS. Par seconde, il y a 40 petites pressions dans le dos, comme ça? 40 petites images qui s'affichent dans le dos. Mais en fait, nous, on trouve... aucun utilisateur trouve ça beaucoup. Tout le monde trouve ça pas assez. Et en fait, sur la prochaine génération, au début, on avait conçu pour que ce soit un câble USB-C qui transmette les données en HDMI, pour protocole HDMI, ce qui est tout à fait standard. Et quand on a regardé les protocoles, on s'est dit, en fait, ça va être compliqué de transmettre parce que l'HDMI, c'est fait pour transmettre des grosses images à relativement haute, du coup, basse fréquence, haute fréquence, mais on peut pas monter au-dessus de 300 FPS. Et nous, on aimerait pouvoir
envoyer des images de 2 millisecondes, donc du 500 fps. Donc c'est l'opposé, tu vois, t'as l'écran 8K, etc. Et nous, basse résolution, mais vraiment bombardé niveau fréquence. Alors, du coup, en fait, t'es limité techniquement par la norme HDMI parce qu'il n'y a pas assez d'FPS. C'est incroyable. Mais pourquoi toi, t'es dans cette configuration, effectivement? Parce que tu fais de la très basse résolution. Et du coup, tu veux maximiser le nombre de FPS vis-à-vis de la résolution. En fait. C'est ça. En fait, augmenter la résolution, c'est techniquement plus dur qu'augmenter la fréquence. Et donc, le meilleur moyen pour améliorer les performances, du coup, à l'utilisation, c'est d'augmenter la fréquence. Et du coup, les gens, ils peuvent jouer à Minecraft, là? Ouais. Ça marche? Ouais, ça marche bien. Les premiers tests qu'on a fait dans Minecraft, c'était en 2019. Et après, quand on est passé au monde réel, en fait, on avait la problématique, c'était la vitesse de marche. En réel, les gens marchent, ils n'avaient pas vraiment confiance en eux. Ils marchaient à 2-3 km/h. Ouais. Donc, ce qui n'est pas tellement acceptable. Et c'est là, on s'est dit, il faut vraiment travailler ça. On a vu le joueur virtuel qui avait réussi à gagner Trackmania Nation Forever à l'aveugle, les yeux bandés. On s'est dit, ça nous fait un bon challenge. On va jouer à Trackmania à l'aveugle, les yeux bandés. Et donc, on a adapté le truc. T'as le graphe avec tous les temps pour toutes les tentatives. Et du coup, tu vois, au fur et à mesure des séances, en fait, on voit qu'il est limité, et c'est limité par le nombre de FPS. Là, on voit qu'il est limité par le nombre de FPS et qu'il est très constant niveau performance. Et donc, en gros, il se limite dans la vitesse parce que s'il va plus vite, la fréquence, ça lui permet pas de recevoir. Il a pas assez d'infos. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc en fait, là, en gros, c'est comme s'il avait l'info du mur trop tard, c'est ça? C'est trop tard ou pas suffisamment précise. Parce qu'en fait, quand on augmente des FPS, on peut aussi augmenter la précision des images, pas forcément que la vitesse. C'est pas aussi simple que 1 FPS égale une image, en fait. Oui. C'est aussi la précision de l'image que tu augmentes. Ça. En fait, c'est un peu comme le DLSS, c'est ça? Où on crée des images intermédiaires pour augmenter la fluidité, etc. Ouais. La plupart des non-voyants, surtout ceux qui sont non-voyants depuis qu'ils sont très jeunes, ils n'ont pas de vue d'ensemble. C'est par exemple, quand on a fait du coup avec lui du dessin, on lui a dessiné du coup un petit stickman. Donc avec le dispositif, donc on a affiché l'image en noir et blanc, et il arrivait à me le décrire précisément. Bah là, il y a un rond, il y a une croix, après il y a une sorte de V à l'envers, etc. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Et du coup, je lui faisais répéter jusqu'à qu'il dise, mais c'est un petit bonhomme. C'est incroyable. En fait, la vue, c'est pas juste, je peux toucher de loin partout où je veux. Avec la vue, on a la capacité d'avoir une perception d'ensemble, alors qu'un objet, si on touche les yeux fermés, on va avoir beaucoup de mal alors qu'on a toutes les informations pour s'en faire une représentation. Du coup, ils n'ont pas tout l'entraînement que nous, on a eu pour avoir une vision d'ensemble. Donc ça, c'est vraiment une nuance. Et nous, on n'a pas ce problème-là avec le dispositif. Par exemple, quand on faisait des exercices, par exemple, une fontaine, quand il était face à une fontaine, on lui demandait de décrire ce qui était face à lui. Bon, avec le bruit, il devinait que c'était une fontaine, mais il pouvait décrire précisément, alors qu'avec le toucher, même si on lui donnait une version imprimée en 3D, il aurait eu du mal à estimer que c'était une fontaine. Donc c'est non seulement c'est une nouvelle manière pour eux d'avoir de l'information, mais c'est même comme s'il y avait des compétences débloquées, quoi. C'est-à-dire que tu lui donnes accès à une version du monde complètement nouvelle qui doit vachement chambouler. Comment ils réagissent, en fait? Lui, il a dit que c'était un de ses rêves d'enfance, parce qu'en fait, il y a ses cousins qui jouaient à GTA San Andreas, et donc lui, il s'est dit, c'est fantastique, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut et tout. Il s'est dit, mais jamais je pourrais faire ça dans ma vie. Et il m'en avait parlé, du coup, l'après-midi, je m'étais mis amusé à programmer pour que ça marche, pour se connecter à la fenêtre, etc. Et lui, il a dit, mais c'est fantastique d'avoir ce plaisir du coup, là, on a mis les lance-roquettes là, sur le véhicule. Et du coup, ce plaisir de pouvoir exploser, d'être course-poursuite avec des flics, etc. Des choses, en fait, nous, on aime bien ce que dans les jeux vidéo, parce c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le monde réel ou qui est trop dangereux. Mais lui, c'est des choses qui sont pas du tout possibles dans le monde réel. Conduire une voiture, bon, du coup, après ça, on lui a fait conduire une vraie voiture. Mais attends. Parce que j'allais y arriver justement. Pour l'instant, on est dans le monde réel, donc dans le monde virtuel. Donc, tu fais des jeux vidéo, tu les testes, etc. La question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça se transpose dans la vraie vie? Genre, est-ce que c'est possible de conduire une voiture comme ça dans la vraie vie? Ouais. Ça, c'était les premiers tests qu'on a fait en voiture. Donc là, c'est une Clio C1. Incroyable. Et donc là, on a mis une bande blanche au sol. Et donc après, on affichait une sorte de mur virtuel à gauche et à droite. Comme ça, il y avait des sortes de murs et donc il n'y avait plus qu'à suivre. Il va assez vite là quand même. Hein, ouais. Est-ce que c'est vrai que tu as aussi fait genre des activités physiques? Donc là, on a parlé de conduire une voiture. Mais est-ce que ça leur permettrait aussi d'accéder à des sports ou des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant?
Alors le dernier sport qu'on a fait, c'était le paintball. Et ça, c'était assez magique parce que il prend le dispositif et puis il dit du coup, par exemple là, je peux te tirer dessus. Du coup, le premier tir qu'il a fait, il m'a touché. À bout portant. Ouais, à bout portant, j'étais, je sais pas, à 3 mètres. Et même à longue distance, ça fonctionne parce que En fait, c'est comme un FPS, genre ça devient vraiment très petit en fait. En fait, là, ça marche jusqu'à peu près 15, voire 20 mètres. On essaye de reproduire en fait tous les fonctionnements du cerveau qui sont hyper bien conçus parce que c'est des milliards d'années d'évolution. Ouais. Par exemple, un objet à 2 mètres, si la personne passe à 8 mètres, qu'il soit 8 fois plus petit, il reste plus grand chose. Ouais. Et du coup, nous, on essaye de tout déformer pour que ça soit exactement en fait comme le cerveau interprète. Est-ce que tu peux nous montrer à quoi ça ressemble en fait? Parce qu'il est là depuis tout à l'heure. Ouais, il me c'est fait ça. de l'œil depuis tout à l'heure. Donc là, pour la captation d'informations. Donc ça, par exemple, c'était à l'avant de la voiture. Ouais, ça. En fait, on l'avait scotché sur le pare-brise. Comme ça, on a une bonne vue d'ensemble de haut. Donc là, c'est juste un bandana pour pouvoir le mettre sur la tête quand on fait des tests en marche. C'est la ceinture qui va afficher en fait dans le dos les images. Donc là, c'est plein de petits picots. Donc ils prennent 2 millisecondes pour se déployer. Et donc comme ça, on peut afficher à assez haute fréquence. Donc chaque picot, c'est 1 pixel. C'est 1 pixel, ouais. Mais en soi, là, sur la prochaine version, ils seront 8 fois plus petits, donc 2 fois plus petits dans chaque dimension, donc 8 fois plus petits. Donc ça peut être limite intégré dans un vêtement, quoi, ou un truc comme ça qui pèserait quasiment rien. Et en termes, là, on a parlé du capteur, enfin de l'émetteur entre guillemets. Au niveau de la puissance de calcul, ça doit bien être calculé quelque part. Ça marche comment? Ça, c'est une grosse boîte parce que ici, il y a les batteries. Donc ça, c'est des batteries portables pour recharger le téléphone. Okay. Il y a une Jetson Nano. Donc c'est une carte Nvidia qui permet de faire un peu de calcul. Donc ça tourne sur Linux. Et après, il y a le circuit imprimé qu'on a designé qui permet de contrôler chacun des picots indépendamment. Le niveau capacité de calcul, en fait, comme on est obligé de faire des traitements d'images du coup assez rapides, ça consomme pas mal de ressources. Mais en fait, il y a pas mal de moyens pour qu'on puisse optimiser dans ça. Donc, nous, là, on travaille avec du Nvidia. Le problème du Nvidia, c'est que c'est difficile de faire quelque chose de portable. Et on va passer à des processeurs Qualcomm de téléphone portable. Ouais. Et là, en fait, on pourra faire vraiment tout ce qu'on veut parce que niveau traitement d'image, ça devient vraiment performant. Trop fort. Est-ce que du coup, moi, ou je sais pas, un voyant, il pourrait utiliser une machine comme ça? Est-ce que déjà, j'arriverai à lire et à comprendre ce qui se passe dans mon dos? Ouais, les premiers testeurs, c'est nous. Donc, quand on fait une mise à jour logicielle, on va tester d'abord avec nous pour éviter de déplacer quelqu'un. Là, je pourrais mettre ça et dans le métro, si je veux jouer à Minecraft, par exemple, j'ai juste à fermer les yeux et je joue à Minecraft. C'est ça, ouais. Fermer les yeux, ça aide à se mieux se concentrer quand on utilise le dispositif. Et puis, en plus, c'est beaucoup plus facile en tant que voyant parce que vu qu'on a déjà vu le jeu, on comprend beaucoup plus facilement ce qui s'y passe. Ouais. Et quelles applications t'as imaginé? Parce que c'est sûr que t'y as pensé. Ouais, évidemment. Là, évidemment, c'est fantastique tout ce qui est permis d'un point de vue d'accessibilité. Imagine ce truc-là dans sa version 2, sa version 3, sa version 4, dans 5-10 ans. Qu'est-ce que tu verrais comme possibilité avec? Notre objectif, c'est que la technologie puisse aider tout le monde parce que comme ça, en fait, ça aidera encore mieux les personnes déficientes visuelles parce que un dispositif que tu vends à 100 millions d'unités ou qui peut être à bien plus grande échelle, du coup, il coûtera rien pour eux et sera beaucoup plus utile. Le plus classique, ça peut être par exemple le GPS, la carte qui est affichée, on l'affiche dans le dos au lieu qu'il soit en permanence sur l'écran. En fait, comme on pourra faire le dispositif de manière vraiment très fine, on pourra l'intégrer en fait au dos d'une montre connectée. Et donc, on aura une interface du coup très basse résolution, mais par exemple pour suivre un GPS, on n'a pas besoin de grand chose. Est-ce que grâce à ça pourrait permettre de voir derrière nous? Ouais, en fait pour les voitures, on pense pouvoir par exemple intégrer ça soit au volant, soit au fauteuil pour afficher en fait tout ce qui est dans les rétroviseurs et angle mort. Et en fait, ça améliorera la sécurité parce que parfois les gens ils peuvent avoir la flemme. C'est comme maintenant il y a les petites LED. Attention, il y a un truc dans votre angle mort, faites pas les cons. Et donc là, on pourra afficher les informations donc en permanence sur le fauteuil et comme ça, ça évitera que les personnes. Moi, j'ai regardé mais trop vite fait. Là, il sentirait un cycliste qui passe à droite. Ouais, ça. Donc il n'y aura pas besoin de se concentrer. C'est trop bien. Génial. Est-ce que c'est possible de l'acheter et si oui, quand? Il sera possible de l'acheter normalement fin 2023, il sera sur le marché ou en début 2024. Et ça coûtera combien? Il sera sur le marché à 3 000 €. Donc ça permettra. Ça va, hein. C'est relativement accessible pour un truc si. En fait, on a essayé de viser le prix du marché pour les cannes électroniques, les lunettes qui lisent du texte. Mais après, par exemple, un chien guide, c'est entre 20 000 et 40 000 € la formation. Et après, il y a tout ce qui est thérapie génique pour la rétine, les implants rétiniens, où là, c'est pas du tout dans la même gamme. Si vous aimez les petites prouesses techniques à base de hardware, je vous conseille d'aller voir le plus petit ordinateur de hacking du monde qu'on vous avait présenté et qui ressemble fortement à un téléphone. C'était dans cette vidéo.